Et voilà, je suis en train aussi d'écrire un récit. Alors un récit qui naît justement de cette pièce qui s'appelle Mister Tambourine Man et qu'on a créée l'été dernier, qui se joue toujours, qui est une pièce un peu autour de une pièce qui se joue dans un café comme ça sous chapiteau. On a recréé ce café donc avec Nicolaos Holz et Denis Lavant et, euh, ce personnage qui est dedans, inspiré aussi du joueur de flûte de Hamelin qui arrive comme ça, il y a toute une chose sur la et qui est un personnage de musicien, d'homme orchestre, mais qui ne joue plus d'instruments, qui ne joue plus que des pierres, des pierres qu'il ramasse comme ça, il souffle dedans. Bon, enfin, c'est et je continue, c'est-à-dire que c'est sur sur cette pièce, donc Mr. Tambourine Man, je continue un récit qui est né d'une manière plus intime, de quelque chose comme si ce personnage, parce que bon, j'essayais de le reprendre et de le réhabiter, de le prendre pour moi beaucoup plus, et il est beaucoup plus proche de moi, parce que c'était un personnage de théâtre, puis brusquement ça devient un personnage, je ne sais pas si ça sera du théâtre ou pas, d'ailleurs ce que ça deviendra, mais c'est plus une histoire comme ça de quelqu'un qui essaye voilà, qui essaye de parler de choses très intimes, et de plus en plus intimes tout au long du récit. Là, il n'y aura que le début, ça va, donc je peux essayer de vous raconter tout ça. Euh, Alors, je sais pas, je voulais lire un petit extrait de Mr. Tambourine Man, peut-être aussi au début, où il parle brusquement de la colère. Ça déborde de mon cœur et de partout, et quelque chose m'empêche de la dire, la colère. Je voudrais pouvoir la crier. Un cœur, il y en a encore un qui bat dans le vide de vos poitrines. Moi, le mien déborde de rage, de la colère de ceux qui n'ont jamais la parole et à qui il ne reste plus qu'à crever en silence, la gueule ouverte, sur fond de vos ritournelles imbéciles, où tout semble aller de soi, la vie, comme on dit. Mais là, tout qui tombe d'un coup. La défroque ou ce masque collé au visage. Là, quelqu'un qui a envie de tout envoyer balader, qui n'en veut plus d'aligner des mots, des phrases, les unes derrière les autres, des mots, des phrases d'un autre, et de la parole qui lui vient. Quelqu'un qui ne peut plus parler dans cette langue empruntée. Quelqu'un qui voudrait des mots pour les gueuler et qui est là à bégayer tout ce qu'il voudrait dire d'un trait et qui ferait trop mal. Et ça lui reste à la gorge. Des mots tout troués, des mots troués pas loin du cri, des borborings de la colère, les mots étranglés dans la gorge. Pas de ces mots qu'on peut dire sagement dans une langue bien sage pour ceux qui la partagent, cette langue entre eux de toute éternité. Quand j'arrive parmi vous, vous attendez tout de moi, comme si j'étais cet être bienfaisant qui va vous sauver de tout ce dans quoi vous vous débattez sans pouvoir venir à bout. Et il faut que je supporte vos gueules et sourires hypocrites, vos paroles mielleuses. Vous êtes comme une maladie qui emprunteriez le masque de la sollicitude. Vous me suppliez de vous débarrasser de cette calamité. Vous feriez n'importe quoi à ce moment-là. Vous me donneriez tout ce que vous avez et bien plus encore. Vous êtes prêt à tous les compromis. Vos mains sont moites. Les baisers hypocrites de gratitude de vos femmes puent la mort et le parfum. Et derrière moi, je ne peux m'empêcher d'entendre vos chuchotements de ressentiment et de haine. Traitez-moi donc plutôt de monstre, car je suis un monstre, et le contact avec vous me rend encore plus monstrueux. Et c'est de vos profits mesquins, de vos pensées médiocres, de vos petitesses de toutes sortes qu'il faudrait que cette ville soit débarrassée et non pas des rats. Laissez venir à moi les rats et les petits-enfants. Les emportez tous derrière moi comme une nuée silencieuse et hypnotisée qui va là-bas, derrière la mort. C'est vous que je voudrais pouvoir emporter et faire disparaître, vous faire connaître vraiment le deuil et les larmes. Malheur à vous, les adultes satisfaits d'eux-mêmes, vous, les nantis, les comblés qui ne seront jamais rassasiés, vous, les sans-cœurs, la main crispée sur votre portefeuille, vous, prêts à sacrifier la chair de votre sang. Malheur à vous, c'est vous que je voudrais pouvoir emporter avec moi et faire disparaître. Mais le son de mes instruments est toute vraie musique qui reste étrangère à vos oreilles. Vous n'entendez pas, rien ne vous atteint, ni les miracles, ni les calamités. Et je sais qu'à peine parti,
vous n'aurez rien de plus pressé que de m'oublier très vite. Oubliez cette dette et ne plus vous souvenir de ces enfants que vous prétendiez chérir plus que tout. Il faudrait que s'abatte sur vous une catastrophe telle que vous supplieriez la mort de venir vous chercher et vous ne pourriez en connaître le repos. Et je voudrais cette destruction radicale sur vous. Mais cela, vous ne pouvez même le concevoir, car tout ce qui est tragique vous est étranger. Vous l'avez mis à distance, et vous ne pouvez en rester qu'à de médiocres faits divers, des petites histoires coincées entre deux pubs en dernière page de vos journaux. Et moi, je suis plein de colère, parce qu'à chaque fois, à chaque ville, dans chaque village, j'arrive, et je veux croire bêtement que vous n'allez pas me berner. Je suis en colère. Lorsque je voudrais vous laisser à vos rats, à leur peste et à leur mort au bubon noir, mais que je n'y arrive pas. Je suis en colère parce que la colère, c'est tout ce qui me reste quand je suis seul et que je regarde derrière moi les enfants tomber un à un de fatigue, pleurer, vomir leur sang, se cogner aux pierres et s'écorcher aux ronces. C'est tout ce qui me reste lorsque je suis seul et qu'un homme arrive encore et toujours à me retrouver dans les endroits les plus cachés, avec d'autres hommes, courbés comme les rats qui les envahissent, ridicules, tellement ridicules dans un accoutrement de puissance, et qui implorent mon aide, encore, encore et toujours. Et moi, à chaque fois, je me laisse avoir, en sachant bien comment tout cela va se terminer. Et à chaque fois, j'accepte comme s'il fallait que tout cela continue. J'accepte comme si cela devait continuer éternellement, car de toute éternité, il faudrait toujours qu'on en revienne à l'ogre, aux joueurs de flûte, au roi des aules, nos pères la ramassent, et tous ces monstres de carnaval pour faire peur aux enfants, et vite faire mourir leur enfance. Alors moi, j'aimerais que tout cela s'arrête, en finir vraiment, avec cet éternel retour des mêmes images, pouvoir la ranger, cette colère, au fond de moi, mettre un mouchoir dessus ou la laisser s'écouler en moi, en espérant qu'elle aura enfin raison de moi. Voilà, alors c'est tout bon, ça fait partie donc cet ensemble donc, qui s'appelle Mr. Tambourine Man. Et donc j'ai essayé de repartir comme un récit, donc quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose de ce personnage, comment le reprendre et le rendre plus proche de moi. C'est d'une part la démarche d'un auteur de théâtre peut-être, et d'autre part de quelqu'un qui voudrait se ressaisir de ce personnage et le réhabiter, le reprendre pour lui, comme ça, de façon plus proche, plus intime de lui. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, mais bon, pour l'instant, je vais vous lire un extrait de début de ce texte qui s'appelle « Un jour, on ira à la mer ». Un jour, on ira à la mer. Ce que disait souvent mon père, et maman reprenait sa phrase en écho sur sa fin. Oui, à la mer. Ça devait se faire un jour ou l'autre. On en parlait souvent, on y pensait. On ne l'avait jamais vu autrement que sur des images. Ça devait être quelque chose en vrai. Ça devait être quelque chose en vrai, pardon. Après, quand j'ai vu la mer, ils n'étaient plus là. Je me suis efforcé de penser à eux, tous les deux dans ce paysage, et moi avec eux, comme si on y était. Je les ai placés dans ce paysage, et j'ai fait comme s'ils avaient toujours été là, qu'on y avait été tous ensemble. La première fois que j'ai vu la mer, c'était après un long voyage en stop. J'étais parti sur la route avec une fille, il pleuvait à verse. On regardait la route et la pluie tomber sur l'arche d'un pont d'autoroute. On a attendu longtemps. Une voiture nous a pris puis une autre. On se connaissait à peine. La première nuit, il pleuvait toujours. On s'est blotti dans un abri de fortune, dans un sac de couchage. On s'est un peu touché, reniflé, serré. J'ai essayé de l'embrasser sur la bouche, elle ne voulait pas. Pour d'autres choses, elle était plus ouverte. On a cherché notre bonheur dans ce moment, collés l'un à l'autre. Elle était belle, surtout dans le sommeil. Elle s'est endormie très vite. Je l'ai regardée dormir. Moi, je n'y arrivais pas. J'étais là à me poser toutes sortes de questions sur la séparation irréductible des corps, alors que j'aurais dû me laisser aller à la prendre vraiment dans mes bras ou lui murmurer des mots à l'oreille. Le lendemain, il pleuvait toujours. J'avais peur de sentir le chien mouillé. J'aurais voulu me réfugier dans une maison, un lit chaud. Mais j'étais sur la route maintenant. Il fallait que j'aille ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Je n'avais pas d'idée précise de l'endroit où je devais aller. Ailleurs, c'est tout. Je
Je me répétais des mots de poète sûr d'en être un, moi aussi. Juste un périple à accomplir. Le ciel communique-toi, la route devant soi. On est arrivés tous les deux à la mer sans trop s'y attendre. La pluie paraissait plus douce, une sorte de crachin ininterrompu face au fracas des vagues. Entre Héléna et moi, oui, elle s'appelait Héléna, ça commençait à tourner à l'aigre. On ne mangeait pas beaucoup, du pain surtout et du lait à boire pour tenir, ça n'arrangeait rien. Notre tentative amoureuse, disons sexuelle, nous avait plutôt éloignés. On ne savait pas trop où l'on allait dormir ce soir, on se taisait obstinément. La pluie s'est arrêtée d'un coup de tomber. Est-ce que j'aimerais quelqu'un un jour? Est-ce que quelqu'un m'aimerait? Tout cela était mal parti. Je rêvais d'amour et je passais à côté de tout. Quelqu'un m'avait dit un jour que sur Terre, on devait bien avoir un double, quelqu'un à aimer, assez proche de soi, mais différent quand même, sinon c'était la folie du double. Je m'y accrochais à cette pensée, faute de mieux. Je leur ai dit à celui-là, un jour, je te le promets, il serait tellement fort en nous qu'il n'y aura plus de limite à l'amour. Ou une de ces phrases après lesquelles on ne peut plus rien dire. Et Helena est allée s'asseoir sur un rocher. Elle fumait cigarette sur cigarette qu'elle roulait lentement, pensivement. Je me suis assis sur un autre rocher. On ne pouvait pas être plus loin l'un de l'autre. J'ai aussi fumé une cigarette. J'avais froid et la faim me perçait le ventre. Qu'est-ce que je faisais ici avec cette fille? J'avais un carnet pour écrire dans mon sac. J'ai repensé à mes parents, mon père qui disait un jour on ira à la mer, et son épouse, ma mère, qui reprenait en écho à la fin de sa phrase oui, à la mer. Là, j'étais pour de bon à la mer. Et la nuit allait tomber. Je grelottais. Je les ai imaginés là avec moi, presque à leur parler. Elena s'est approchée. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va dormir où cette nuit? J'ai essayé d'être positif. Demain, on irait dans le village, pas loin. Tout serait mieux. Là, on allait encore essayer de dormir sous notre sac de couchage. Après tout, c'était ça aussi la route. Des moments difficiles à traverser. Et puis, j'étais arrivé à la mer. Je me laissais bercer par le fracas des vagues. J'ai pris la main d'Elena. Nous sommes embrassés, je ne sais pas comment c'est venu. Et nous avons fait l'amour sans nous préoccuper du froid et de la faim. Et puis on s'est endormis l'un contre l'autre dans le sac de couchage. J'avais le sentiment de ne pouvoir répondre à toutes les questions sur l'autre, le corps éloigné, ce qui m'obsédait habituellement. Mais je me sentais heureux ou presque de ce moment où nous étions atteints, sans trop bien savoir ce qui allait arriver après, mais peu importait. Couple qui se serre, couple qui meurt, plus trop qui disait ça. Mais c'est resté. Pour être franc, j'ai toujours eu peur de la jouissance qui m'éloignait à la fois de moi et de l'autre. Je ne développerai pas, ou alors ce serait trop long et finalement assez inutile. Mon père, je l'imagine, ainsi que maman, je les garde tous deux dans le paysage de cette nuit où ce sera bientôt le moment. Né, le cordon autour du cou, ce qu'elle répétait. Tu as vécu de justesse, tout noir, presque pour mort. Et la vie, tu t'y accrochais, il ne fallait pas t'en promettre. Je n'arrivais pas à dire, jamais pu dire je t'aime, elle non plus. Ça ne se dit pas si souvent que ça. Même le mot maman, ça ne pouvait pas sortir de la bouche, presque pour mort. Et dans chaque voix, il y aurait pu avoir la sienne ou bien la mienne, je n'ai jamais trop su. Le manque d'amour, le manque de l'amour, je n'arrive pas à le dire. Alors je trouve des mots pour remplacer. Le manque de l'amour, simplement vouloir se serrer contre un autre corps. Toute une vie comme ça, à chercher à se serrer contre un autre, une autre, et ce serait enfin là, à ce moment, que l'on a tant voulu connaître, et ne plus bouger alors, être là enfin, et que plus rien ne bouge, non, ne plus bouger alors, d'une première fois qui n'eut jamais lieu. Tout ce qu'il a fallu contourner et prodiguer des images pour simplement approcher cela. Alors tu cherches l'infini entre les plis du sexe de la fille allongée au bois de la loue et qui montre tout pour une orange. Mets ta tête contre, mets tes yeux, il y a quelque chose du dedans qui t'échappera toujours.
t'auras beau y coller les yeux, rien n'y fera. Le vent n'a pas faibli, et les mouettes y vont de leurs cris. Au réveil, elle était assise face à la mer. Elle restait là à regarder la mer, la bouche ouverte, comme si elle mâchait de l'air en silence. On ne trouvait pas grand-chose à se dire. On est parti vers le village plus loin. Un petit port, on a acheté du pain qu'on a mangé sur un banc de la jetée. On l'avait vu, la mer est de près. J'ai essayé de prendre sa main sur ce banc. Elle était froide. Cela avait été un simple intermède cette nuit avec elle. Je rêvais toujours de m'accrocher à quelqu'un, à elle, pourquoi pas, cadenasser l'un à l'autre, la main, simple prolongement du reste qui le poursuit et l'accomplit, et l'on peut se taire enfin. Je me souviens que la pluie ne cessait pas. On était allé dans un café après le banc, de tout petits déplacements. C'était terrible parce qu'on n'avait rien à se dire. On aurait dû faire semblant un peu mieux. Enfin, j'avais trouvé un semblant dedans où il faisait presque chaud. On ne va pas être trop regardant. J'aurais voulu y rester pour longtemps, mais il fallait bouger, encore bouger. La vraie façon d'aller de l'avant, cela aurait été de ne plus trop bouger. Le café était brûlant. C'était bien. Il y avait de la musique et des infos en fond. Cela avait été ma première fois de mère et d'amour. Dommage qu'ils n'aient pas été vraiment là, mes parents, pour assister à ça. Peut-être pas vraiment dans l'action, mais comme des spectateurs bienveillants à qui on pourrait sourire parfois, sans illusion, et qui vous rendraient ce sourire. Près de l'eau où j'aurais pu aller autrefois aller marcher avec eux, si on s'était retrouvés là tous ensemble, petit poing bien fermé dans leurs grandes mains, calleuse, celle de papa, plus douce et redoutable quand elle se fermait, celle de maman, image de moi entre eux. Ce petit lien de rien du tout, j'étais là à présent seul, avec encore le bercement au ventre et les éclats de rire du bercement au bout des bras, comme si j'allais m'envoler très loin, très haut. Des petits moments comme ça, sans nostalgie. Il faut encore espérer pour se laisser prendre à cela. Non, simplement le bonheur, est-ce que le mot n'est pas trop fort? Disons le bonheur de cailloux à ramasser sur la rive, de taille et de forme différentes, l'attrait des cailloux à choisir, à toucher, à saisir. Je les cueillais presque tendrement. Au lointain, le même bruit, la mer, les déposait dans un grand sac, semblable à celui que j'avais imaginé enfant être celui du fameux père Laramas, autrement appelé le guenillou, dans lequel étaient supposés venir entasser et emporter bien loin les marmots peu amènes. Dans ce bruit au lointain, un bercement, des vagues, le sable recouvert et tout ce qui s'efface. Les mots étaient de trop, les mots m'ont quitté d'un coup, ils me reviennent par moments, tout troués, pas loin du cri. Heureusement, les cailloux, ce qui venait de l'intérieur du caillou. Moi, je n'étais souvent qu'un témoin ou un intermédiaire. Je les prenais et les évaluais un à un, choisissais soigneusement ceux qui me parlaient, ceux dont j'avais l'impression de les avoir toujours tenus bien serrés dans ma main. Arrivé à la maison, je les portais à ma bouche, essayant de trouver pour chacun le son qui était le sien, de percer son secret. Je soufflais d'abord de toutes mes forces dans ce qui semblait inerte, et à un moment, pour chacun, je passais des heures à trouver son bruit à lui, chacun différent. Chaque pierre a une âme et un son. C'était bien tout de même que l'on se soit serré si fort dans ce sac de couchage, alors qu'il y avait cette pluie frappant contre l'étoffe, menaçante et contenue, qui aurait pu tremper jusqu'à l'os, et nous la narguant, serrés si fort l'un contre l'autre, à s'attraper tant et plus avec ce bruit en fond de mer déchaînée. Après, je ne me souviens plus de ce qu'on est devenu. Après ce matin, tout est redevenu comme avant, un avant d'éloignement, mais cela avait existé, cette rencontre de nos corps, on ne peut le nier. Je sais, il y a des gens pour qui tout cela est simple et évident, et qui n'en font pas une histoire. Parfois, je pense encore à elle, même si j'ai oublié son visage. La sensation d'elle qui me reste. L'impression de marcher avec elle, la tête retournée vers le ciel. Je nous vois aussi, à vrai dire, tête baissée, comme le regard attiré par un sol fait de boue, avec la sensation de s'enfoncer un peu plus à chaque pas. Comme quand il pleuvait sur nous,
viens encore une fois dans mes bras. Là, tu dois être arrivé à la mer. Tu dois traîner encore par là-bas où c'est ton fantôme, toute seule, à mâcher l'air avec tous les mots que tu n'as pas su me dire, et moi, n'en parlons pas. Dans la nuit, sous l'orage, on se serre, mais ce n'est plus nous, plus que les gestes dans la nuit, et cette sensation au creux du ventre de s'être touché juste une fois, ne serait-ce qu'une fois, juste, ça ne peut vous quitter. Il faut être allé jusqu'au bout de ce qu'il y a de pire pour commencer à être proche de quelqu'un. Pour nous, ça n'a pas suffi. On n'a pas eu le temps ni l'occasion. On est resté en rade, loin l'un de l'autre. Et dire qu'à un moment, je fus la musique, toute la musique en moi, je crois, mais ça n'a pas duré. Une musique qui me venait par secousses imprévues, à l'arracher, triomphante, et toute proche de s'effondrer, terrant-elle à grande suée, sarabande où le sol s'en va sous nos pas. Avec moi, vieux compagnon de toujours, si désaccordé, orgues à épingles, à linge, percus, tonnerres et boîtes à orage, feuilles d'aluminium et tôles ondulées pour des fracas d'orage de théâtre, harmonica édenté, voilà. Kazoo de fortune et autres sapots, carapace de tortue aléatoire, mâchoire d'un cheval trouvé sur la plage, d'où tirer des sons déchirants, juste en grattant lentement. J'aurais pu me satisfaire de cela, j'aurais dû en être capable, mais quelque chose que je ne comprenais pas me précipitait, vieille bête, à ne pas trop savoir pourquoi, vers un autre, vers une autre, rêvant peut-être de s'y réchauffer, de s'y blottir, serrer une fois pour toutes, préserver du mouvement et de tout ce qui est de trop. Et me voilà encore à essayer d'attraper ces mains qui me précipitent vers le haut, comme à l'aveugle le pompon qui donne un tour gratuit. Ces deux mains sur les côtés dont on ne voit pas le visage, ces deux mains qui me font voler, avant de retomber, et le creux au ventre, et le cri retenu en simple souffle, quand je marche derrière eux, dans des va-et-venues, aller-retour, j'y suis encore, je n'en suis jamais sorti. Mon orchestre à moi, qui peut l'entendre? Chut, il faut avoir l'oreille pour ça. Sacré tintamarre du dedans, qui n'arrête jamais sa sérébande. Et puis eux deux, qui remettaient ça, encore une fois. J'aurais voulu être capable d'être méchant par moments, casser leurs rêves, leur dire « Hé, vous allez bientôt en finir avec ce roulis d'amertume, cette répétition de demeurer, la mer, et puis quoi encore? Vous croyez que c'est pour des gens comme vous ?» Il me faisait de la peine à rêver à des choses pareilles. La mer, oui, un jour, oui, et quand vous serez là-bas au bord de la mer, vous aurez l'air malin à la fixer, tentez plus, vous serez bien avancé. Eux deux, ils disaient tout le temps qu'un jour on irait à la mer. Et les voilà, bien ces deux, qui ne sont jamais allés à la mer et qui sont là avec moi. Je les vois comme une image pieuse, sur une image pieuse où ils sont deux, presque contre à contre ou côte à côte, des figurines pour un angélus spectral. Ils sont réunis, ils ne parlent pas, ils sont dans un halo de lumière parfaite. Il n'y a plus de cris ni de larmes, ni de coups non plus. Le père est souriant. Bien sûr qu'un jour on ira à la mer et tous ensemble. Et moi, je serai avec eux, main bien serrée dans la leur, infiniment rassurante. Bon, merci, cher auteur. Voilà, merci, c'est un texte donc en cours, quoi, ça, je sais pas bien où ça va aller. Je sais pas si c'est un rapport vraiment avec le théâtre ou bon. Peut-être je me donne une liberté de pas penser, contrairement par exemple Mr. Tambourine Man qui était une commande vraiment pour le théâtre, quoi, une pièce. Là, cette possibilité peut-être en ce moment d'écrire sans vraiment penser à une forme précise, théâtre ou bon voilà, peut-être c'est je sais pas, c'est sans issue, mais peut-être c'est bon, voilà. Merci en tout cas, je sais pas.